Je capote bien raide. C'est le deuxième épisode, le deuxième balado que je fais. Puis j'ai eu des super de beaux commentaires avec le premier épisode. Puis j'ai vraiment aimé ça faire ça. Puis là, je suis rendu fou là, parce que je suis allé, en fait, je me suis commandé un petit micro comme ça de DJI parce que je trouvais que mon son était vraiment pas bon avec mon téléphone. Puis là, je filme encore avec mon téléphone. J'avais pensé peut-être me filmer avec une de mes caméras qu'on utilise ici à la clinique pour prendre des photos. Puis, en tout cas, pour le moment, je garde ça simple avec mon iPhone. Donc, là, je capote. J'ai mon petit micro. En tout cas, j'imagine que vous trouvez que la qualité sonore est meilleure. Puis, je me filme aussi de plus près. Je trouvais l'autre fois qu'il y avait full pixel là, dans l'émission que j'avais faite. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a qui écoutent sur Spotify et qui ne regardent pas nécessairement le vidéo. Mais ceux qui sont sur le vidéo, vous pouvez voir que j'ai un superbe chandail aujourd'hui, le t-shirt que Jenny, une assistante qui travaille ici, il y a 2 semaines, on a fait la course de défi des entreprises. Puis, je lui avais demandé, en fait, Jenny a fait de l'impression sur chandail. Puis j'avais demandé qu'elle nous conçoive un chandail pour la clinique, pour ceux qui le faisaient. Puis là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le logo de la clinique version rond. Puis le dos du chandail, il y a aussi le slogan de la clinique Dentisterie différente avec un code QR. Le code QR, ben, ça mène au site Internet. Fait que je me suis dit, si jamais il y a du monde qui prenait des photos, ou qui était intrigué, ben, il pouvait prendre une photo puis aller sur le site Internet de la clinique. Puis si jamais vous nous voyez, parce que moi, je vais le mettre quand même, ce chandail-là, fait que si vous nous voyez, je sais pas, moi, à l'épicerie, un code QR, des fois, c'est intriguant avec les gens peuvent avoir le goût de voir où ce que ça mène. Ça mène au site Internet. Donc, deuxième épisode. Je ne sais pas si vous avez aimé les sujets la dernière fois. J'avais fait écouter d'ailleurs l'épisode à mon plus vieux, puis il disait que j'arrêtais pas de faire des E quand je parlais. Donc, je vais essayer justement d'en faire moins. Puis, c'est peut-être parce que j'essayais de parler trop vite, j'essayais de trop parler justement. Beaucoup de E. En tout cas, je vais réfléchir justement pour qu'il en sorte moins. Donc, est-ce qu'on continue avec les questions? J'avais des questions de ChatGPT, mais j'en ai rajouté moi-même. Puis, il y avait une question qui... il faut vraiment que je me force pour ne pas dire des E, hein? On dirait que je les entends toutes. Il y avait une question qui posait, c'est est-ce que tu avais toujours pensé devenir propriétaire? Puis, j'en ai parlé un peu la dernière fois. Ça va entrecouper peut-être l'épisode 1. Quand j'étais à l'université, ben, je m'imaginais avoir une petite clinique très high-tech. Je pense que je n'avais parlé également, là. Puis, finalement, les choses ont pris un chemin différent. Donc, j'ai une clinique qui est full high-tech. On est reconnu dans la région pour avoir une clinique de dentisterie très high-tech. Mais on est reconnu aussi à travers la province pour avoir une clinique qui est très high-tech avec plein de technologies et plein de machines qui sont là pour nous, pour que ça soit plus intéressant à travailler. C'est plus facile, on n'utilise plus des matériaux qui sont d'une autre époque. Si on prend par exemple les scanners intraorales, on a le iTero, on a le 3Shape. Il n'y a pas si longtemps que ça, on utilisait encore des pâtes, on utilisait des alginates pour prendre des empreintes qui étaient quand même assez rapides à utiliser dans la bouche, mais ça impliquait d'avoir une pâte dans la bouche pendant au moins une minute et demie. Quand on faisait de l'orthodontie, quand on faisait de la prothèse, quand on faisait juste pour avoir des modèles d'études, on prenait ce genre d'empreinte-là. Puis, on avait aussi... Ça paraît-tu que je me force pour faire de E? Peut-être que je me force un peu trop, je parle pas assez vite. Je parle plus vite que ça dans la vie. La technologie, elle est là pour les patients, évidemment, mais elle est là aussi pour moi, pour les autres dentistes et pour les membres de l'équipe. Donc, ça rend notre profession, ça rend notre travail beaucoup plus intéressant. Puis, pour les patients, c'est d'un plus confortable, on est plus rapide à exécuter nos tâches, plus rapide aussi pour recevoir
nos cas, si on a des prothèses à faire, si on a des couronnes. Les nouvelles machines, justement, nous permettent de faire des fois des traitements qu'on aurait fait en 2, 3 rendez-vous, qu'on va le faire en un rendez-vous, souvent même moins long. C'est moins répandu sur plusieurs rendez-vous, mais c'est même plus rapide quand on le fait, on travaille. Puis on travaille avec beaucoup d'intelligence artificielle. On entend toujours parler, on a les chats GPT, on a les Claude, on a les Gemini. En dentisterie, il y a beaucoup d'intelligence artificielle aussi pour concevoir nos restaurations, concevoir les couronnes, les incrustations, les facettes, les plaques occlusales, les prothèses. C'est pas tout fait par intelligence artificielle, sauf que ça nous aide beaucoup à avancer. Et puis, ça nous permet justement d'avoir des fois des résultats qui vont être beaucoup plus optimales et beaucoup plus rapides aussi. Mais des fois, l'intelligence artificielle ne marche pas. Là, il faut quand même concevoir les restaurations nous-mêmes. Mais c'est super intéressant. On a des intelligences artificielles aussi pour nous aider dans nos diagnostics avec la lecture de nos radiographies. Quand on prend les scans, quand les patients viennent à leur nettoyage, on va aussi numériser leur bouche. En fait, qu'on va scanner. Puis le scan nous aide beaucoup aussi. Il n'y a pas nécessairement de l'intelligence artificielle dessus. Il pourrait nous dire justement s'il y a des évidences de caries ou de problèmes gingivales. Mais ça l'aide justement aux patients. Dans le fond, avant, c'était un peu abstrait là, quand on leur disait qu'il y avait une carie au distal de la 14. Il fallait qu'ils se fient sur nous parce que les radiographies étaient grosses, ça tenait dans ma main, là, fait que c'était tout petit. Maintenant, sur la radiographie, on peut la mettre en grand sur l'écran, puis on a l'intelligence artificielle qui vient taguer, qui vient mettre une couleur dessus pour montrer, regarde, il y a un joint en dessous de l'obturation ou il y a une carie en dessous de l'obturation. Donc, oui, il faut que le dentiste fasse encore son travail de la lecture de la radiographie puis de voir, bon, OK, c'est peut-être pas vrai ce que l'intelligence artificielle dit. Par contre, ça vient appuyer quand nous, on voit quelque chose. Si est mis là aussi, c'est plus évident avec des couleurs pour le patient. Ça met les caries, ça met les lésions en évidence. Donc, je parlais que, je m'éloigne, là, mais est-ce que j'avais toujours pensé être propriétaire? Je croyais devenir propriétaire quand j'étais étudiant. Je m'étais dit, je vais devenir propriétaire. Premièrement, je vais apprendre mon métier, puis à un moment donné, peut-être l'opportunité où soit que je construise une clinique de zéro, ou soit que j'ajoute une pratique. Et puis, moi, ça s'est présenté quand même assez vite. J'ai gradué. Ah, d'ailleurs, pendant que j'y pense, là, j'enregistre aujourd'hui, on est le 14. Hier, quand j'écrivais ma date au matin, c'était le 13 juin. Et puis, j'ai eu un flash parce que le 13 juin, ça a été notre journée d'assermentation, les dentistes. Donc, le 13 juin 2005. Donc, si on remonte 21 ans en arrière, c'était la journée d'assermentation des dentistes. Donc, j'avais eu un flash en écrivant. Donc, ça fait déjà 21 ans que je travaille comme dentiste. Puis, j'aime mon travail. Je ne sais pas si... Je crois que les journées passent, puis j'aime pas moins mon travail. S'il y a de quoi dans les dernières années, même j'ai appris à redécouvrir mon travail avec le numérique, justement. J'ai appris à redécouvrir mon travail puis à aimer encore plus ça. Pour moi, en tout cas, j'aime pas parler de passion. Je trouve que ce terme-là, il est un petit peu trop utilisé. Les gens sont passionnés, ils vont faire de la peinture une fois dans le mois, puis ils disent c'est vraiment ma passion de faire de la peinture. Peut-être que le terme est trop surutilisé, mais passion, c'est d'être toujours en train de faire quelque chose. Puis, tu sais, j'imagine, je fais du coq à l'âne, hein, je vais loin, mais j'imagine, je sais pas, moi, Picasso qui est en train de peindre, là, je me compare pas à Picasso, je suis pas le Picasso de la dentisterie pantoute. Mais lui, il était passionné par ce qu'il faisait. Il peignait toujours, il était toujours en train de faire des dessins, il était toujours en train d'avoir des idées. Puis il fallait qu'il les exprime. Puis, il a fait du dessin, il a fait de la peinture jusqu'à la fin de ses jours. Et je l'imagine, lui, quand il prenait des vacances, quand il allait à l'extérieur, qu'il faisait quand même du dessin. Fait que les gens lui disaient pas, t'as-tu décroché en vacances? T'as-tu mis tes crayons puis tes pinceaux de côté? Puis c'est inimaginable, qu'on se dise, non, Picasso, il n'a pas touché à ses pinceaux pantoute, il n'a pas touché à ses crayons.
c'est justement ça la passion, c'est que tu n'es pas capable de faire autrement que de faire les choses que tu aimes. La dentisterie, je ne sais pas si je peux comparer cette passion-là avec la passion de faire de la peinture, sauf que quand même que je prenne des vacances, j'ai toujours la dentisterie, des idées pour la clinique qui me viennent en tête. Puis des nouvelles techniques, on voit des choses, je pourrais peut-être faire ça comme ça. J'ai toujours des lectures à faire. Euh, puis c'est correct qu'on peut faire un emploi, on peut faire un travail qu'on aime sans être autant passionné. Mais pour moi, on dirait que je ne peux pas faire autrement que de me donner à 110% dans ce que je fais. Si je ne savais pas été de la dentisterie, j'aurais été dans un autre domaine puis je m'aurais donné probablement autant. Là. Pour moi, là, c'est la pédale au fond tout le temps. Puis je crois que c'est plus ça la passion, justement, quand que tu es pas pris dans quelque chose, mais tu as tout le temps le goût d'avancer là-dedans et d'en faire et de te mettre les mains là-dedans ou le nez là-dedans. Donc, j'en étais où? Donc, je parlais de est-ce que j'ai toujours voulu devenir propriétaire? Quand que j'ai gradué, ben là, j'ai dit que ça fait 21 ans que je travaille. Quand j'ai gradué en 2005, là, je me disais, bon, OK, je vais apprendre mon métier parce qu'il y a tellement de facettes à ce métier-là que c'est quand même difficile. Puis, rapidement, à l'automne 2005, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais pas beaucoup de travail dans la clinique où j'étais. Puis, j'avais demandé à gauche et à droite s'il n'y avait pas des cliniques qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'un dentiste invité ou un dentiste pour travailler là. Puis, il y a eu le docteur Jean Lamotte qui, malheureusement, était malade. Et puis, il avait besoin de dentistes pour essayer d'aider pour, les patients, puis aussi pour le personnel qui travaillait là. Donc, on était 4 dentistes à faire les journées du Dr Lamotte. Puis, il y avait moi comme dentiste, mais il y avait également Dr Anna, que, curieusement, elle aussi, c'était sa première année de pratique, en même temps que moi. Puis, le hasard, en fait, il n'y a pas de hasard. Et, éventuellement, dans le fond, moi, j'ai repris la clinique du Dr Lamotte en 2006. Puis, ensuite, j'étais tout seul, j'étais dentiste, que j'avais repris la pratique de Jean. On n'était plus les 4 dentistes. Mais graduellement, quand la clinique a grandi, quand j'ai déménagé en 2015, peu de temps après, en 2017, Dr Anna est revenue travailler ici. C'était comme plus naturel aussi pour elle, puis elle demeurait près, puis on a gradué en même temps, avec on se connaissait depuis longtemps. Donc, j'ai acheté, moi, rapidement en 2006. L'opportunité s'était présentée. Je n'étais pas tout à fait prêt à acheter une pratique. En fait, je me demande, je crois qu'on ne peut jamais vraiment être prêt. Puis, il y en a qui vont reprocher aux universités de ne pas nous donner suffisamment de formation pour se lancer en affaires ou se lancer avec notre propre pratique. Par contre, avec le recul, avec les années, je ne crois pas non plus que ce soit aux universités à nous montrer à gérer une entreprise, à gérer notre clinique. Il y a des écoles de dentisterie qui ont comme leur propre formule aussi pour donner des cours sur comment on devrait gérer notre bureau. Je n'ai pas fait grand-chose de ces formations-là. J'ai tout le temps l'impression que c'est une formule un peu clé en main. OK, applique cette formule-là, puis ça devrait bien fonctionner. Sauf qu'on est plus de 4500 dentistes au Québec. Je crois qu'il y a 2000 cliniques. C'est toutes des cliniques privées. C'est toutes des entreprises distinctes, des entreprises différentes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un moule qui fit pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui va travailler beaucoup, beaucoup. J'essaie de déléguer le plus possible, mais il y a des affaires, du moment que c'est nouveau, il faut quand même que ça passe dans mes mains, il faut que ça soit moi qui essaye ça. C'est pas mon style de pratique, mon style de dentisterie n'est pas du tout comme la dentisterie que d'autres vont faire. Il y a beaucoup de recherche et développement dans notre clinique parce que justement, quand il arrive une nouvelle machine, souvent les nouvelles machines, il n'y a pas personne pour nous montrer comment que ça fonctionne. Puis, au fil des années, OK, on a une façon de faire pour apprendre à faire fonctionner les machines, mais c'est aussi les connaissances qu'on a en dentisterie, la nouvelle façon de concevoir des appareils. N'empêche qu'il faut que l'appareil fasse le même genre de soins, le même genre de résultat à la fin. Donc, on va s'adapter, on va s'habituer à ça.
Enfin bref, je suis devenu propriétaire rapidement. Je suis content d'être devenu propriétaire rapidement. Je ne sais pas à quel moment j'aurais eu le guts ou l'énergie pour me lancer, parce que dans le fond, c'est un peu se lancer dans le vide. Moi, l'opportunité s'était présentée. J'aimais le personnel qui était dans la clinique. Puis j'aimais les patients aussi, le style de pratique que Dr Lamotte avait, qui était très près de ses patients. Donc, j'ai malheureusement jamais connu Dr Lamotte, puis j'ai jamais travaillé avec, mais c'était quelqu'un qui était très apprécié, très aimé dans la communauté, puis qui parlait beaucoup, que c'était un gars qui était très enjoué, qui était très drôle. J'ai appris à le connaître un peu par la bande parce que je travaille avec Lynn, qui était son assistante. Puis les patients aussi m'ont transmis beaucoup d'expériences qu'ils avaient vécues avec ce dentiste-là. Donc, c'est spécial pareil parce que moi-même, ça fait 21 ans que je travaille, puis j'en entends encore souvent parler de ce dentiste-là, à quel point on peut marquer les gens par les soins, par le temps qu'on leur accorde. Puis juste là-dessus, moi, j'ai tout à apprendre aussi. Est-ce que je vais avoir autant d'impact dans 20 ans, dans 30 ans sur les patients que j'ai traités aujourd'hui? J'aimerais vous dire que oui, mais je ne le sais pas. Fait que, après ça, c'est une expérience qui est toujours différente d'un patient à l'autre. Donc, rapidement, je suis devenu propriétaire. Puis là, quand tu es propriétaire, ben, tu peux gérer ta business, tu peux gérer ta clinique avec une secrétaire, une hygiéniste, une assistante. Puis, qu'est-ce que tu veux faire aussi comme dentisterie? T'aimes-tu mieux juste faire des examens puis des obturations, des plombages, si vous voulez? Est-ce que tu aimes faire des traitements de canaux? Est-ce que tu aimes faire des traitements de gencives, des soins parodontales qu'on appelle? Est-ce que tu aimes faire des greffes de gencives? Est-ce que tu veux faire des implants? Est-ce que tu veux faire des prothèses? Donc, il y a beaucoup de champs de pratique. Il y a aussi les soins en gériatrie, il y a les soins pour les enfants, la pédodentisterie. Donc, il y a beaucoup de facettes, justement, de la dentisterie. Beaucoup de dentistes, OK, vont prendre un volet, puis ils ne travailleront peut-être pas nécessairement dans les autres volets. Moi, j'ai gradué en 2005. Peu d'années après, en 2009, j'ai fait mes cours pour faire de l'implantologie, d'aller mettre des implants. Donc, je peux vous montrer déjà, je m'étais approché ça. Quand il manque une dent ou quand il manque plusieurs dents, on peut utiliser les implants. L'implant en tant que tel, c'est en titane. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui travaillent là-dedans. Puis évidemment, les compagnies ont toutes leurs facettes ou leur style d'implant différents. Beaucoup de types d'implants qui sont quand même bien. Ici, je travaille avec la compagnie Straumann, qui est une grande compagnie à l'international. Donc, un patient qui se ferait mettre un implant chez nous, il peut aller en Europe, peut aller à d'autres endroits sur la Terre, puis ils vont être capables de faire les soins par rapport à l'implant qu'on a fait. Parce que des fois, il y a des implants, des petites compagnies, puis c'est un peu bizarre. Puis des fois, il y a des compagnies qui font faillite. Puis, donc, c'est important quand on est en implant d'avoir une grande marque. Donc, un implant comme ça, ça remplace la racine de la dent. On peut l'utiliser pour aller mettre directement une couronne. Donc, c'est un implant comme ça. Là. Lui, il est surdimensionné. Évidemment, c'est pas gros de même. Là, dans ce cas-ci, il montre une situation où il manque juste une dent. Donc, l'implant lui-même, il va aller dans l'alvéole, dans l'endroit où était la dent, puis la fausse dent, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, là, mais on va faire une couronne qui va aller dessus. Fait que ça, c'est une situation qu'on fait quand même assez régulièrement à la clinique. Donc, on peut l'utiliser pour remplacer une dent. Le gros avantage de ça, c'est qu'on n'a pas à toucher sur les dents qui sont les dents voisines. Parce que si on fait un pont, que ce soit un pont conventionnel ou un pont qui est juste collé en arrière des dents, ou si on fait un partiel, il y aura toujours des petites préparations sur les dents. Évidemment, si on fait un pont, on va tailler beaucoup plus les dents adjacentes. Donc, s'il arrive quelque chose avec, là, l'exemple ici, c'est une molaire. S'il arrive quelque chose avec la molaire en arrière, est-ce qu'on va avoir un problème avec les autres dents? L'implant, lui, est vraiment autonome, il est indépendant comme n'importe quelle autre dent. Puis, l'entretien après, vous passez votre fil de soie dentaire, vous brossez vos dents comme d'habitude. Ça, c'est la situation où il y a juste une dent, mais on peut faire une prothèse qui va être sur les implants, on peut faire une prothèse qui va clipper sur les implants, on peut faire une prothèse entièrement fixe. Quelqu'un qui manquerait toutes ses dents en haut, toutes ses dents en bas, on peut faire une prothèse fixe qui va tenir sur 4, 6, 8 implants.
Donc, le patient ne l'enlève pas. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions, d'alternatives qui est possible avec les implants. Donc, en 2009, je suis allé faire des cours à Montmagny. J'étais allé faire l'école de Dr Poitras, qui était super bien réputé, super reconnu, pour faire de l'implant, mais de A à Z, là, toutes les techniques chirurgicales, la pose de l'implant, les chirurgies pour faire des greffes osseuses, des greffes de sinus, des greffes mentonnières, puis des restaurations majeures sur les implants. Donc, c'est une grosse formation que j'avais faite en 2009. Donc, ça fait déjà plusieurs années finalement que je fais de l'implant. C'est pas si. Comment je pourrais dire ça? Bon. Fait que ça, c'est une facette que je suis allé chercher. Après ça, quand est venu le temps de construire ma pratique ici, en 2015, il fallait que je me pose la question, est-ce que dans les appareils que j'ai, est-ce que j'ai investi pour avoir une machine... J'aime pas ça. Arrête-le par contre. Donc, 2009, ça a été l'implant. Après ça, quelques années après, j'ai commencé à m'intéresser à l'orthodontie. Puis, je suis allé faire mes premières formations que j'ai faites en orthodontie, ça a été en Invisalign. Donc, je suis allé apprendre sur l'Invisalign. L'Invisalign, c'est les coquilles qui vont se placer sur les dents puis qui vont faire une séquence de mouvements pour déplacer les dents. En 2014, j'avais commencé à faire de l'Invisalign. Puis quand j'ai construit ici, en 2015, ben là, j'ai investi sur les machines de radiographie pour prendre les radiographies sur le côté, les radiographies céphalométriques. Et puis, je suis allé faire le cours à l'IDI avec... L'IDI, c'est la formation... Donc, en 2015, je suis allé faire mon cours à l'IDI. J'ai eu la chance d'avoir Dr Lavallée, qui est une sommité comme pour l'enseignement puis pour l'orthodontie, les services d'orthodontie. Donc, j'ai commencé à faire, je ne veux pas dire de la vraie orthodontie, mais des traitements beaucoup plus complexes à partir de 2015. Puis, c'est une des facettes de ma pratique que j'aime beaucoup, beaucoup faire de l'orthodontie. Donc, je fais beaucoup de choses à la clinique. Est arrivé après ça en 2020 mon premier scanner, le Trios de 3Shape, qui a fait en sorte que je faisais déjà beaucoup de prothèses, mais je m'étais dit, bon, OK, je peux faire de la prothèse avec le 3Shape, avec le scanner pour prendre les empreintes. Puis là, je me suis mis à faire de la prothèse en 2020 avec ces scanners-là. Donc, beaucoup, beaucoup de traitements que je trouve à faire, puis que j'ai de la misère. Je veux pas délaisser rien de ça. Donc, ça fait beaucoup de travail. Souvent, les dentistes qui vont faire de l'implant, ben, ils vont faire de l'implant, puis ils ne toucheront plus aux autres sphères. Ou ceux qui vont faire de l'orthodontie, ils vont faire de l'ortho, puis ils ne toucheront pas nécessairement aux autres sphères non plus. J'ai de la misère à lâcher des sphères. Donc, je fais de l'implant, je fais des soins d'orthodontie, je fais des services de prothèse, les couronnes, les traitements de canaux, tu sais, dans le fond, tous les traitements qu'on peut réaliser en dentisterie, beaucoup de dents de sagesse. J'adore faire ça. C'est de la chirurgie qui peut se faire rapidement, puis qui est aussi... c'est pas évident pour les gens, ça leur tente pas là, de se faire enlever leurs dents de sagesse ou leurs dents. Mais il y a une façon de faire pour que ça soit plus facile, plus accessible pour les gens, puis que ça soit pas une situation qu'ils vont se rappeler toute leur vie comme étant un grand traumatisme. Au contraire, là, finalement, c'est pas si pire que ça, passer chez le dentiste puis avoir des chirurgies. Il y a une façon de faire, là, c'est différent. Là, on est en 2026, là, fait que nos soins ont vraiment évolué, puis on veut être là aussi pour les patients. Donc, je reviens. Est-ce que j'avais toujours pensé être propriétaire? J'aurais pu être propriétaire d'une clinique dentaire, puis avoir des collègues, avoir plein d'amis dentistes qui travaillent ici, puis chacun on fait nos types de traitements. Mais pour moi, c'était des opportunités aussi de traitement. Comme là aussi, on fait du Botox là, depuis la dernière année. Là, on a commencé à faire des injections de Botox, autant pour l'esthétique du visage que pour les soins thérapeutiques en injectant les masséters et les temporaux. Ça nous donne une corde de plus, ça nous donne des traitements de plus qu'on peut faire pour aider nos patients.
Donc, vraiment un gros champ de pratique qu'on peut faire. Puis, comme je disais, il faut saisir les opportunités. Dans le fond, des fois, c'est pas si rose que ça, là. Puis, si le dentiste, il fait juste un type de traitement, mais des fois, il y en a un peu moins, là. Tu sais, comme les traitements de canaux, là, on peut être plusieurs semaines, des fois, qu'on n'en fait pratiquement pas. Puis après ça, bang, 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 on en a plein à faire. On passe quasiment nos journées à faire des traitements de canaux. Ça arrive comme ça, c'est comme des vagues. Puis la prothèse, les implants, c'est un peu la même chose. Donc, si le dentiste fait juste un type de soin, mais des fois, il peut y avoir des périodes où c'est plus tranquille. Alors que quand on varie notre pratique, ben justement, ça nous permet de pouvoir faire plein de choses. Puis ça permet aussi de faire en sorte que ça aille plus vite pour nos patients. Comme ça, on n'a pas besoin de référer à plein de places pour avoir les soins. Donc, dentiste propriétaire, c'est différent. J'ai l'impression que c'est différent maintenant que c'est pas nécessairement tous les dentistes qui sont à l'université ou peut-être même qui sont de plus en plus rares, les dentistes, à vouloir devenir propriétaires. Dans les dernières années, peut-être les 10 dernières années, il y a eu un nouveau phénomène avec les corporatives. Il y a des cliniques, des regroupements de cliniques qui existent. Puis des fois, c'est des compagnies qui sont de l'ouest du Canada ou des États-Unis qui ont fini par débarquer au Québec. Puis, ce que je trouve pas correct, c'est que des fois, les patients, ils vont dans des cliniques comme ça, puis ils n'en ont aucune idée qu'ils font affaire avec une corporative qui vient des États-Unis. C'est aucunement marqué. Je voyais pas ça d'un mauvais œil. Par contre, quand ils sont arrivés, je me disais, OK, peut-être que ça va nous donner des ressources. Ça va peut-être faire en sorte qu'on soit un petit peu plus compétitif entre les cliniques. Puis finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais beaucoup, il y en a de plus en plus des cliniques, des grosses compagnies justement qui viennent, qui s'étendent à travers les régions du Québec. Je ne suis pas convaincu que c'est super le fun non plus de travailler dans une corporative, là, dans une grosse compagnie comme ça, parce que souvent, s'il y a un problème, c'est pas nécessairement géré à même le bureau, ça peut être à l'extérieur, les gens peuvent avoir à appeler à l'extérieur. Mais bon, c'est quelque chose qui existe. Ici, ben là, la clinique dentaire Daniel Rioux, je suis le propriétaire de la clinique dentaire. Elle porte mon nom, mais il y aurait pu y avoir plusieurs propriétaires, mais je suis le propriétaire unique. Puis je veux être là pour ma communauté. Je ne sais pas ce que les prochaines années vont nous réserver. Moi, ça fait déjà 21 ans, mais je m'attends encore à travailler au moins une vingtaine d'années, là. Donc, ça va passer vite. Les 20 premières ont passé vite. Fait que les 20 prochaines, je ne sais pas comment ça va être. Mais je ne sais pas non plus à la fin de ma pratique qu'est-ce qui va arriver de la clinique. Sauf que, bon, je n'ai pas l'intention de céder à une corporative. On verra ce que le temps peut nous donner. Mais avant les cliniques dentaires, on était comme... parce que ça s'est vu dans plein d'autres domaines. Là, si on regarde l'optométrie, c'était déjà des compagnies qui engageaient des optométristes pour donner les services. Les pharmacies, c'est ça aussi, c'est toutes des grandes bannières à cette heure. Puis même si on va aux États-Unis, il y a moyen d'avoir des soins de dentisterie dans les Walmart. Fait que, est-ce qu'on va s'en venir à ça un jour, avoir des dentistes dans les Walmart? Ils ont quand même des pharmacies, là. Fait que là, je le sais pas. En même temps, le dentiste qui travaillerait là-dedans, il reste que c'est des bons dentistes compétents puis qui sont régis par l'ordre des dentistes, là. Donc, c'est peut-être pas un problème non plus. Sauf que personnellement, je trouverais ça plate un peu de travailler pour une grosse bannière, une grosse chaîne. Donc, c'est quelque chose qui existe en tout cas. Puis, si vous ne venez pas chez nous, mais peut-être que la clinique où ce que vous allez, bien, ça fait partie d'une corporative. Fait que ça peut être une question intéressante à poser à l'hygiéniste ou au dentiste quand vous y allez. Je crois que ça va être ça pour le deuxième balado. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. Là, il va s'en venir probablement des invités dans les prochaines émissions, dans les prochains balados. Je pense qu'il ne faudrait pas dire émission. Je pense que ça fait vieux. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour rivaliser contre d'autres podcasts, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez écouter comme balado, mais si ça peut être intéressant pour vous, dites-moi des sujets que vous voudriez que je parle. Puis, je pense aussi, quand il va y avoir des invités, ça va peut-être être plus le fun. On pourra peut-être faire des épisodes plus longs. Parce que quand on parle avec quelqu'un, ça nous amène à plein de sujets qu'on n'aurait peut-être pas pensé.
Puis peut-être plus intéressant aussi, là, je suis là à faire mes monologues tout seul. J'adore ça, par exemple. Fait que si vous aimez ça, vous pouvez le partager, vous pouvez le dire aux autres que vous avez aimé le balado. Puis, ben, on se revoit peut-être la semaine prochaine. Salut!